Les experts basket saison 3, épisode 21. Ravi de vous retrouver sur Monaco Info. On est en place toujours avec notre expert Ali Traoré. Bonjour Ali. Bonjour. Tout va bien en cette période de finale de Betclic Elite? Ah, tout à fait, c'est l'une des meilleures périodes de l'année. On voit du basket très compétitif et je reste sur mon pronostic que je vous dirai plus tard. On a hâte d'entendre ce que vous avez à nous dire justement sur le dénouement et le déroulé de cette finale. Mais avant cela, on va parler un petit peu du parcours de la Roca Team. Pour en arriver là, c'est le débrief. À Lille, il y avait une très grosse affiche, déjà dès les demi-finales de play-off de Betclic Elite entre Monaco et l'Asvel. Et encore une fois, vous aviez tout vu dans votre boule de cristal. Vous aviez annoncé une victoire de Monaco 3-1. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé après notamment une bonne petite gifle lors du match 1 du côté de Villeurbanne. Tout à fait. Et vous savez, vous pouvez me donner en cadeau pour Noël, mon prochain cadeau de Noël serait une boule de cristal. Ah oui, mais ce sera le cas. Et oui, car garant. Ouais, car effectivement, le scénario que j'avais en tête s'est déroulé comme prévu. Une victoire là-bas. Et après, le boulot a été terminé à la maison par Monaco. Non sans mal, puisque lors du match 4, il a fallu quand même un 20-0 à la fin pour que Monaco s'en sorte dans les 5 dernières minutes. Oui, non, absolument dingue. Hein. J'étais dans la salle, j'avoue que j'ai jamais vu un truc pareil. Dans ma tête, je me disais, bon, allez, on va aller sur un match 5 à Villeurbanne. Là, ça commence à être un peu périlleux. Villeurbanne était très adroit. Monaco aussi, c'était un match, c'était pas un match de play-off, hein. C'était, les pistoleros étaient de sortie, clairement. Et puis, à la fin, il y a eu des grosses défenses de Monaco. Peut-être du relâchement de la part de l'Asvel. Et à Monaco, à partir du moment où ils étaient lancés, c'était inarrêtable. C'était dans une ambiance électrique dans la salle. Franchement, c'était surnaturel. Ça veut dire quoi sur cette équipe, justement, le fait d'arracher comme ça la qualif sur un 20-0 final, notamment sur les ressources mentales de cette équipe? Oui, écoute, ça veut dire qu'il y a de la ressource quand même. Malgré, vous le savez, des absences de marque. Les joueurs qui sont là, ce sont des joueurs avec un fort caractère. Et je ne vais pas tous les citer, hein, mais des Alpha Diallo, des Mathieu Strazel, des Okobo, etc. Et clairement, ils ont montré que ce sont des joueurs qui n'abandonneront pas. Parce que tactiquement, pour moi, le duel a été remporté par Pierrick Poupé. Oui. La zone a été un vrai problème pour Monaco sur toute la série. Monaco n'a pas su attaquer la défense de zone. À la fin, ce sont les joueurs qui se sont dit, bon allez, on va prendre le truc contre nous. Et finalement, la victoire est arrivée. De la zone qu'on pourrait retrouver et qu'on pourrait revoir en finale de Betclic Elite. On en a vu un tout petit peu d'ailleurs lors du match 1 du côté de Paris, un match remporté assez largement par le Paris Basketball, 94-82. C'est une victoire assez logique sur ce qu'on a vu, Ali, où Paris a imposé son jeu tout feu, tout flamme. Oui, tout à fait. Après, le ton était donné. Sur les 3 premières possessions monégasques, c'était 3 balles perdues. Oui. Donc, je pense qu'on a vu aussi, peut-être que les monégasques n'y étaient pas encore. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la défense sur pick and roll, notamment sur TJ Shorts. Il y a une façon spéciale de défendre sur TJ Shorts qui n'a pas été faite, on en parlera après, comme vous l'avez dit. Et l'incapacité de Monaco à défendre sur le jeu de transition parisien. J'ai l'impression qu'il y a une adaptation à faire. Parce que contre l'Asvel, ça allait encore, ça allait pas très vite, mais pour Paris, il faut que tout le monde s'accable et se dise il faut revenir en défense très vite, parce que sinon, on a vu les nombreux paniers en transition parisiens. Puis on connaît quand même les armes de cette équipe du Paris Basket, ça y est, c'est plus une surprise. Autant il y a 2 ans, oui, ça surprenait un petit peu tout le monde, mais quand on regarde encore une fois ce trio de démons, là, TJ Shorts, 30 points, 6 rebonds, 6 passes, Nadir Hiffi, 18 points, Ward, 16, 64 des 94 points, c'est pour ces 3-là. Ouais, pour moi, la clé, c'est TJ Shorts. Pourquoi? Parce que TJ Shorts, c'est le dépositaire du jeu parisien, c'est-à-dire que c'est lui qui crée, c'est le créateur. Et c'est un joueur, vous ne pouvez pas vous permettre qu'il prenne de la profondeur dans la raquette. Et pour moi, alors je ne suis pas coach, mais quand je vois la défense des Monégasques, j'ai envie de crier parce que c'était du switch. Et on se retrouvait un grand face à TJ Shorts, mais pour lui, c'est la fête. Merci, c'est cadeau. Merci, c'est un don du ciel. Et vous avez vu le résultat. Il a massacré la défense monégasque. Donc non, TJ Shorts, il faut passer en dessous sur les écrans, le repousser, faire en sorte qu'il reste le plus loin possible de la raquette. Et le laisser shooter à 3 points, c'est pas grave. Donc du coup, j'avoue que j'ai énormément de mal à comprendre la défense monégasque par rapport à lui. Nadir Hiffi et Tyson Ward, ils vont faire leur match, il n'y a pas de souci, mais celui qu'il faut absolument stopper, parce que au-delà de ce
scorer, il peut créer pour ses coéquipiers quand il prend de la profondeur, c'est TJ Short. Vous avez parlé de défense sur les pics, on va parler de celle de l'autre côté. A contrario, Paris a fait du très bon boulot pour complètement annihiler le talent des arrières monégasques. Oui, Paris a été très très agressif sur les pick and roll, avec un joueur comme Quaverius Hayes, qui pour moi est peut-être le meilleur défenseur sur pick and roll d'Europe. S'il veut venir à Monaco, moi j'en veux bien. Parce qu'il est extrêmement mobile, il sort très bien, très vertical, et il arrête le ballon. Donc ouais, la défense sur pick and roll de Paris a été géniale, dans le sens où ils ont été très très agressifs sur les porteurs de balles. Ils ont laissé les grands jouer, donc même Jaïté s'est éclaté. Ouais. Donc je pense que c'est le choix. Le choix de Paris, c'est, et qui devrait être le choix de Monaco, c'est d'enrayer le rayonnement des porteurs de balles monégasques, Mathieu Strazel, Elio Kobo et Jordan Lloyd. Parce que quand Monaco est même revenu à -7 en deuxième mi-temps, on n'a jamais cru finalement, presque c'est terrible à dire, mais qu'il pouvait renverser ce match-là. Paris avait vraiment la main mise sur le match. Oui, Paris a de la marge dans le sens où Paris a mal shooté. En plus, ils n'ont même pas eu une grosse adresse à 3 points. Alors, je n'ai pas les chiffres, je pense que vous les avez. Oui. Mais voilà, on peut se dire que Paris a de la marge. Mais je reste sur mon pronostic. On attend. Ce sera dans quelques instants pour le pronostic final. On en a un peu parlé avant l'émission. Honnêtement, celui-là, s'il passe encore plus, c'est 2 boules de cristal que je vous offre à la fin. Vous en avez 2 boules. 2 boules. Merci pour les boules de cristal. On va revenir, vous l'avez dit un petit peu, sur les ajustements à faire avant ce match 2. Vous l'avez évoqué notamment, verrouiller, essayer d'éteindre finalement TJ Shorts. Quels autres ajustements il faudra faire pour gagner ce match 2 à Paris? La défense en transition, hein. Je suis désolé, mais là, surtout à l'extérieur. À l'extérieur, la clé pour gagner un match à l'extérieur face à une équipe d'Euroleague, il faut le dire, une équipe de play-off d'Euroleague, ça passera par la défense. Vous ne pouvez pas prendre 100 points. Ouais. Et pour ça, au-delà de enrayer le rayonnement d'un joueur comme TJ Short, ce sera de bien défendre sur la transition. Il y a trop de situations là où les joueurs ne savaient pas où se trouvaient leurs joueurs et ça se finissait soit par un 3 points, soit un lay-up. Et donc il va falloir être, comme on dit le grand philosophe Jean-Claude Van Damme, aware. Ça veut dire que vous ne voulez plus voir Mam Jaïté ou Georgios Papagiannis courser sur tout terrain les meneurs adverses. Je ne veux plus le voir ça. Il va falloir vraiment mettre en place la défense de transition pour qu'il y ait les bons joueurs au bon endroit pour empêcher les paniers faciles en contre-attaque. Ali, c'est le moment, concentration absolue, concentration ultime. 1-0 pour Paris dans ce début de série. Je veux que vous me racontiez tout ce qu'il va se passer ensuite et me donner le résultat final de cette série. Alors, je vois une victoire demain, c'est bien demain, hein, exactement, de Monaco. Et ensuite, je reste sur mon prono de base, dans lequel j'ai dit que je vois Monaco champion en 4 matchs. Donc, Monaco champion à la maison, dimanche du coup. 3-1. Voilà, je reste sur mon prono. Alors là, je passe pour un fou. mais j'ai confiance au staff monégasque pour faire les ajustements nécessaires. Là, je mets beaucoup de confiance. Celui-là, c'est un des plus beaux, Paris les plus osés de la saison. Tout à fait. Mais on va regarder. Il ne faut pas paniquer, il faut rester dans le plan de jeu. Si vous êtes vraiment le mage du pronostic ici. Tout à fait. Mais avant de voir ça, eh bien, on va passer à votre chronique, le point d'Ali. Où on va évoquer le joueur majeur de la Roca Team, mon cher Ali, Mike James, qu'on n'a plus vu sur un parquet depuis la défaite, on s'en souvient, en finale d'Euroleague face à Fenerbahçe. S'en est suivi une petite escapade nocturne alcoolisée, puis une petite suspension pour une infraction au règlement interne du club. Voilà ce qu'avait communiqué la Roca Team, une suspension qui a été prolongée, ça a été annoncé la veille du match 1. Sur toute la finale, on ne reverra donc plus Mike James de toute la série de finale de Betclic Elite. Ali, est-ce que le club a pris la bonne décision dans ce cas Mike James? Alors ce cas Mike James est quand même assez nébuleux, dans le sens où il y a la version du joueur, la version du club. La version du club est quand même plutôt à charge. La version du joueur, apparemment, il a des preuves. Disons qu'il n'y a pas eu le quart de ce qui a été cité. Est-ce que le club a pris la bonne décision? Dans le sens où on ne peut pas s'entendre sur ces deux versions, j'ai envie de dire non, parce que quand même tu te prives d'un joueur qui a montré sur les phases finales d'Euroleague que c'était un leader. Donc moi en fait je suis très partagé dans cette histoire, dans le sens où Mike James, j'ai été plutôt critique avec lui pendant plusieurs années, j'étais là au tout début, et là ces dernières années il a vraiment gagné mon respect, et je me dis que c'est quand même dommage que les choses en arrivent là, dans le sens où les faits reprochés sont graves, mais de là à totalement l'écarter de l'équipe jusqu'à la fin de la saison, je trouve que c'est un peu sévère.
quand on a vu justement le scénario du match 1, que doit faire Monaco? Est-ce qu'on doit rappeler Mike James pour la suite de la finale? Est-ce que c'est possible aussi tout simplement? Est-ce que le joueur a envie de revenir vu ce qui s'est passé? Pour moi, c'est impossible, dans le sens où quelque chose s'est brisé. Voilà, pour lui, il y a eu clairement de la part de certaines personnes dans le club une volonté de nuire. Et donc, lui, là, moi, je pense qu'il ne voudra absolument plus revenir et porter le maillot monégasque. Et c'est vraiment dommage. Pour moi, l'histoire avec Mike James ne devrait pas se terminer comme ça. Elle devrait se terminer avec le trophée de l'Euroleague. Ouais. Cette saison, on n'oublie pas que Monaco était à un match du titre. Donc, franchement, je trouve ça... L'histoire ne devrait pas se terminer comme ça. Je suis très déçu. Quand on se place côté club, c'est aussi un geste fort de se priver de son meilleur joueur. Pour une finale de Betclic Elite, on essaye enfin de dire voilà, l'institution est au-dessus de n'importe quel joueur. Ah, je pense qu'il y a quand même d'autres calculs que ça. Il ne faut pas oublier que Mike James, quand même, pour les 2 prochaines saisons, c'est 6 millions. Oui, c'est une bonne donnée à prendre. Voilà, il a 34 ans. Moi, je pense pas qu'il je pense qu'il est toujours à son prime. Donc, moi, je pense que c'est plus une histoire de calcul qu'une histoire de taper du poing sur la table. Oh là là, on est méchant. Vous l'avez dit dans votre prono, vous avez un peu donné la réponse, mais Monaco peut-il gagner la finale sans Mike James? Monaco peut gagner la finale sans Mike James. Ils ont les cartes en main. Ça rend la chose beaucoup plus difficile, oui. Clairement. Hein. Mais c'est possible, il y a les joueurs qu'il faut. Maintenant, il faut faire les bons ajustements. Moi, ce que je veux voir, c'est vraiment les ajustements nécessaires au niveau du coaching. Ce n'est pas les joueurs qui m'inquiètent. Je ne vais pas dire que le coaching espagnol m'inquiète, mais on va dire que, par exemple, ce que j'ai vu sur le premier match, il faut vite un ajustement. Voilà ce qu'on pouvait dire. Sur le cas Mike James, vous l'aurez compris, l'avis d'Ali Traoré, ce serait malheureusement, on ne reverra plus donc Mike James sous le maillot monégasque. On passe à la question du jour. Et cette question, mon cher Ali, on va parler de NBA, puisque c'est une autre NBA, finale. La fameuse. NBA, tout à fait, NBA, bien sûr, où on va évoquer l'autre finale en cours entre Oklahoma et Indiana. Nous sommes pour l'instant à 2-2 dans cette série. Déjà, est-ce que vous attendiez à une finale aussi serrée? Alors oui, non. Ah. Non, parce qu'OKC a tellement tout dominé cette saison qu'on pouvait se dire que la finale Indiana, ça fait pas rêver. Hein. Ah non. Mais en vrai, c'est un basket très bien léché, très bien mené par un meneur, Tyrese Haliburton, qui est un vrai meneur. Oui, monsieur le plus surcoté de la ligue, élu par les joueurs. Ça c'est une grosse blague. Hein. Il a fait la meilleure réponse possible en amenant son équipe, ou peut-être au titre. Donc non, je m'attendais pas à une finale aussi serrée, mais c'est bien, c'est très très bien. C'est des petits marchés. Alors il y en a qui râlent parce qu'ils veulent toujours voir les New York ou les Lakers ou les Celtics en finale ou Boston. Mais non. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce que c'est le basket qui gagne. Oui, c'est vrai. Et qui va la gagner, cette finale, selon vous? Dur. Parce que pour le coup, moi, j'imagine que vous allez dire OKC. Oui, la logique. Parce que c'est parce que c'est le favori. Choix facile, mais moi, j'aime bien les choix difficiles. Donc, moi, je dirais une victoire d'Indiana, qui a prouvé qu'ils sont capables de gagner à l'extérieur. Et ils ont prouvé qu'ils ont de la ressource, qu'ils sont très bien coachés et qu'ils ont des joueurs qui peuvent montrer et aussi gêner cette équipe d'OKC. Quand on voit justement Indiana, ce sont des joueurs peut-être pas du tout connus du grand public, mais qui apportent toutes les nuits. Je pense au TJ McConnell, qui est un vrai chien avec ses interceptions, Obi Toppin en sortie de banc, après les Bénédicte Mathurin, tout ça, c'est pas que Siakam et Haliburton, quoi. Non, ou Miles Turner. Non, vraiment, pour le coup, c'est vraiment une expression collective. Là, actuellement, il y a l'NBA qui est en train de revenir sur un modèle qui est qu'il faut 10 bons joueurs. Ouais. Alors qu'avant, il suffisait de mettre 3 stars et des role-players. Et ben là, une équipe comme OKC, comme une équipe comme Indiana, est en train de montrer le revirement par rapport justement à ce qui a été décidé au niveau de la Ligue, au niveau des contrats, qu'il faut vraiment une équipe complète. C'est terminé, les équipes à Denver Nuggets, ça joue à 7. Ouais. Donc vraiment, oui, New York aussi. Voilà, ce sont des équipes très complètes, avec des joueurs et qui vont très très loin dans les rotations. Et moi, j'ai envie de dire, c'est une bonne chose. Vous qui êtes un big man, alors lui, il n'en a pas vraiment le gabarit, mais il a la taille. L'apport de Chet Holmgren dans cette finale, qui est pour l'instant peut-être pas aussi impactant que ce qu'on pourrait penser. Après, il faut qu'il scoltine Miles Turner aussi. Ouais, il faut qu'il scoltine Miles Turner. Il est plutôt jeune, il est encore frêle. Oui. Mais après, il a quand même un impact défensivement. Ça reste un joueur très très solide. C'est quelqu'un qui peut écarter le jeu. C'est un bon joueur, mais ça s'apprend. Hein. Première fois en finale, t'arrives pas comme ça. À part si t'es une superstar, tu cartonnes pas tout directement. Boule de cristal épisode 2,
Indiana, OKC, résultat, on se rappelle, c'est au meilleur des 7 en NBA. Indiana au match 7, vainqueur. Ah, OKC. Ah, OKC. Ça, ce scénario, je le signe. Celui-là, je l'aime bien. Il voilà. me plaît, ce scénario, mon cher Ali. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Pour débriefer cette actualité basket. Et nous, on va se retrouver très bientôt pour un nouveau numéro des Experts Basket sur Monaco Info.